La punition, c'est le résultat généralement désagréable légal d'un comportement illégal. Alors que la sanction, elle, peut être positive. Le baccalauréat sanctionne les études secondaires, qu'on ait réussi ou... Enfin voilà, la sanction, c'est le résultat positif ou négatif d'un processus de travail. Donc voilà quelle est la différence, et moi je plaide pour que les textes officiels et les organisations représentatives d'enseignants et de parents d'élèves aboutissent, finissent par obtenir que dans les textes officiels, les choses soient parfaitement claires. La sanction, elle peut être positive ou négative, la punition, c'est le résultat légal d'un comportement illégal. Voilà. Il y a là quelque chose de tout à fait clair, si une punition n'est pas éducative, elle n'est pas une punition. Et donc, les conditions pour qu'elle soit éducative sont, d'une part, que l'acte ait bien été commis, que la preuve a été apportée, que le coupable est bien coupable, qu'on n'est pas là sur des intuitions, des on-dit, des rumeurs ou des choses non vérifiées. Donc, une instruction de l'infraction suffisamment élaborée. Deuxièmement, que la punition soit proportionnée à l'acte qui a été commis. Or, très souvent, on s'aperçoit dans le système éducatif, je vais prendre un exemple très simple, feu de poubelle dans un lycée du 16e, ça fait 2 heures de colle. Feu de poubelle en Seine-Saint-Denis, signalement au parquet des mineurs, tentative d'incendie criminel, pour lequel le code pénal prévoit 15 ans de réclusion. Donc, vous voyez qu'ici, il y a à l'intérieur de l'école des disparités, des disproportions. Donc ça, c'est la deuxième condition, proportionnalité entre l'acte et la punition. Et troisièmement, bien entendu, le caractère légal de cette punition. Je prends un exemple très simple, on envoie le gamin et on lui dit tu recopieras le règlement intérieur 10 fois, ou je ne sais comment, enfin tu recopieras le règlement intérieur, interdit, illégal. Les travaux forcés, dans le système du droit français, ont été abolis il y a déjà très longtemps, et donc il est absolument interdit d'infliger une tâche. Les seules punitions possibles en droit sont la privation momentanée de liberté, c'est les 2 heures de colle, mais pendant ces 2 heures de colle, le gamin fait ce qu'il veut. Il peut bouquiner, il peut faire ses devoirs, il peut... voilà. Il est privé de liberté pendant un laps de temps déterminé, ou la réparation, l'amende, et donc il doit, en effet, comme le mineur d'âge ne peut pas payer l'amende, ce ne sont pas non plus les parents qui ont à la payer, mais on pourra lui dire, par exemple, tu vas effectuer telle ou telle tâche qui fait que si tu étais payé au SMIC, par exemple, pour ramasser les papiers dans la cour, tu recevrais, si tu étais payé au SMIC, tu recevrais symboliquement une somme d'argent qui te permettrait de réparer tes bêtises. Donc vous voyez, il y a là quelque chose d'extrêmement important. La punition peut être éducative que, 1, si l'acte a été prouvé, 2, s'il y a proportion entre la punition et l'acte, et 3, si, en effet, ça donne la possibilité, si la punition est légale, c'est-à-dire que ça donne la possibilité au gamin, à l'élève, de prendre clairement conscience de ce que dans notre société, quand une action quelconque a porté tort à autrui, il y a non seulement une punition, mais il y a également une réparation. Nous sommes en train de boucler une enquête sur les règlements intérieurs des établissements scolaires. À l'occasion d'ailleurs de cette enquête, nous avons un certain nombre de témoignages sur le régime disciplinaire appliqué aux élèves à l'intérieur des établissements, et on s'aperçoit que massivement, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant est complètement ignorée. Il n'y a pas plus de 10%, même pas, des règlements intérieurs parmi les quelques centaines de règlements intérieurs sur lesquels nous avons travaillé, et bien effectivement, il n'y en a pas 10% qui font explicitement allusion à cette convention. D'autre part, on comprend bien dans la Convention des droits de l'enfant, on admet tout ce qui relève des droits de protection. Le droit à ne pas être agressé, le droit au loisir, à l'éducation, à la santé, etc. Enfin, tous les droits énumérés qui sont les droits à l'éducation, à la santé, etc. Mais la Convention ne se contente pas de s'adresser aux enfants en danger ou qui ont besoin de protection. La Convention s'adresse à tous les enfants. Et 90% des enfants ne sont pas en danger, ne sont pas maltraités. Or, là, ce sont les articles 12 à 15 qui consacrent l'exercice des droits liberté. Et si je prends le premier alinéa de l'article 12, la Convention dit « L'enfant a le droit d'exprimer son opinion librement sur toute procédure le concernant, administrative ou judiciaire. » La correction d'une copie, c'est une procédure administrative. Dans mon établissement, dans les établissements scolaires en France, un élève de 18 ans ou de 17 ans et demi, majeur en terminale, a moins de pouvoir sur ce qui fait le quotidien de son travail qu'un élève de 3 ans en classe maternelle. On s'aperçoit que les gamins, les enfants, ont plus de pouvoir sur ce qui fait le quotidien de leurs activités à l'intérieur de la classe qu'un élève de terminale qui subit un emploi du temps sur lequel il n'a aucune prise, qui subit un programme sur lequel il n'a aucune prise, des systèmes d'évaluation et de notation sur lesquels il n'a absolument pas son mot à dire. On consulte les délégués de classe sur la couleur dans laquelle on va repeindre le préau ou sur les menus de la cantine. Quant à savoir comment le cours de maths se passe, ça c'est une autre paire de manches. Et donc là, nous avons un obstacle majeur
la quasi-totalité de notre système éducatif aujourd'hui fonctionne hors la loi. Parce qu'il faut quand même préciser que la Convention relative aux droits de l'enfant a la valeur supra-constitutionnelle, article 55 de la Constitution française. Et les conventions internationales prennent le pas sur la Constitution. Eh bien, vous voyez le chemin qu'il nous reste à parcourir.